Bonjour tout le monde, ici le Retro Pod Driver et on va faire un Tier Maker encore une fois aujourd'hui. La dernière fois ça a été avec les Tag Teams, qui a été une vidéo comme je pense quand même bien reçue de votre part, puis que vous avez dit que vous aimeriez ça en voir d'autres. J'en ai trouvé un qui était pas si mal aujourd'hui, qui était sur tous les champions de la WWE de 1963 jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est un intéressant, qui va être moins long que les tag teams aussi. Là. Les tag teams, c'était vraiment rank les tag teams au complet. Là, ici, on va faire je vais positionner ce que je pense de tous les champions de la WWE de 63 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, ça va aller de ce côté-là. Il y en a que... en fait, on va critiquer la totalité des règnes d'une seule personne. Donc, comment il se qualifiait comme champion. Je pense que c'est comme ça. Il y a certains facteurs que je vais considérer. La durée du règne, la qualité des combats, puis aussi comme à quel point il nous a marqué dans notre imaginaire collectif là, en tant que champion de la WWE. Donc, comme vous pouvez voir, on a 4 colonnes de champions. Je pense que ça devrait pas être si long que ça. Mais je vais essayer de vous donner là, mes opinions par rapport à chacun d'eux. Je m'y connais pas mal assez, là, je pense, pour pouvoir être en mesure de vous donner comme un portrait assez correct là, de la situation. Commençons. Tiens, par un de mes préférés, Ric Flair. Ric Flair a été 2 fois champion de la WWE. Oh, aïe, 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 aïe. J'hésite entre le mettre en. En fait, là, je suis en train de me dire. Euh... Euh... Tiens, on va le noter comme ça. C'est un A. C. A. C'est de la merde, là, ce site-là. D. Ah, ça, le C, c'est effacé. Ah! C'est très sensible. Alright. Qu'on va y aller comme ça. Clairement, Flair. On va plus noter comme A, B, C, D, E. Le règne de Flair, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que ça va aller dans le B, mais on n'est pas dans le haut du B. Ric Flair est un lutteur exceptionnel. Il a pas passé tant de temps que ça à la WWE. On parle de 2 ans. Il a quand même trouvé la façon d'être 2 fois champion du monde. Par contre, je pense que on n'a pas pleinement exploité le potentiel de Ric Flair comme champion. La rivalité avec Randy Savage était vraiment bonne. Il y a eu plein de combats intéressants. Je pense que son règne n'a jamais vraiment pris d'essor parce qu'il y a, à part Savage, je pense qu'il n'y a pas tant eu la grosse rivalité durant ce règne-là. Tu sais, comme il y a une rivalité avec Roddy Piper qui est très très oubliable à cette époque-là. Mais il a été bon, il était là tout le temps, il faisait des bonnes promos. Je pense que c'était un bon champion. Mais puis je pense qu'on se rappelle de cette période-là. Tu sais, le fameux Royal Rumble où il a gagné le titre. Juste ça, ça mériterait d'être dans le B. Mais je pense que le title reign de Flair à la WWF n'a pas été à la hauteur de son potentiel. Euh, mais je considère encore que c'était une période mémorable. Ok. Antonio Inoki a été champion. A jamais été officialisé champion de la WWE. Donc, je peux pas vraiment le mettre là. C'est quand même. Il a remporté le titre, mais ça n'a jamais été considéré par la WWF, il me semble. Donc, il a jamais vraiment été champion de la WWF, au moins aux États-Unis. Donc, je peux pas vraiment le mettre comme un champion. Point. C'est triste, mais c'est ça. Ok, Bob Backlund a été champion pendant plusieurs années, ce qui pourrait faire que je le mettrais en B. Par contre, si vous êtes un peu
Si vous avez, excusez-moi, je suis complètement congestionné aujourd'hui, mais si vous avez suivi un petit peu le produit de l'époque, euh, Backlund, c'est un peu la suite de Bruno Sammartino, qui avait été un champion absolument exceptionnel, peut-être le plus grand champion de l'histoire de la WWE. Et puis, ils ont tenté de faire la même chose avec Backlund, donc ils ont transitionné de Sammartino à Ivan Koloff pour que rapidement Backlund prenne le titre, puis que là, on ait un nouveau porte-étendard. À mon avis, Backlund était moins intéressant que Sammartino dans le ring. Moins bonne promo, ça c'était certain. Puis ils ont vraiment tenté de créer la même chose, mais Backlund était pas aussi populaire, même s'il était populaire. Il était pas aussi, il était correct dans le ring, peut-être plus dynamique. Mais moi, je vais considérer que c'est un C, pas parce que il a pas bien fait ça, mais parce que Backlund n'était pas si intéressant que ça à regarder. Son ring a été long par contre. Je pense que c'est 2 ans jusqu'à temps qu'Hogan arrive. Puis quand Hogan est arrivé, Backlund était rendu complètement éclipsé, mais avant même qu'il devienne champion. Donc voilà. Je pense qu'un C, c'est correct. Ok, Iron Sheik. Iron Sheik, c'est un champion de transition. Donc, j'ai tendance à mettre un D. Iron Sheik, à cette époque-là, c'est lui qui a transitionné de Bob Backlund jusqu'à Hulk Hogan. Hein, vous voyez le pattern. À cette époque-là, la WWF avait vraiment une tendance à ce que le champion soit un champion face. Puis, parce que ça rapportait plus d'argent à New York, les gens aimaient voir leur champion face. Le Iron Sheik qui est arrivé était un phénomène physique, mais aussi dans le ring. Excellent lutteur. Le ring a vraiment pas été long, donc je peux pas vraiment mettre un bon ring, mais dans l'imaginaire collectif, Iron Sheik a fait un impact quand il a pris ce titre-là. Donc voilà, je vais y aller comme ça. Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre était un bon champion. Ça a été le fun parce qu'il a pris le titre de Brock Lesnar. Il a mis fin au règne de terreur. Hein. J'ai goût de dire. Personnellement, je suis pas. J'aime Drew McIntyre, mais je suis pas tant un fan. Comme pour moi, c'est dur pour moi de dire ce gars-là, c'est le champion du monde. C'est l'as de ta fédération. Je reconnais qu'il a un bon physique, bon lutteur. Bonne promo aussi. Mais c'est pas quelqu'un qui a eu le plus d'impact sur moi. Par contre, il a fait des bons combats en tant que champion. Je pense que ça mérite d'être souligné. Puis, non. Je pense que c'est un champion tout à fait acceptable. Ok, Bret Hart. Bret Hart, pour moi, ça rentre dans un A. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'image que je me fais d'un champion. Quelqu'un qui défend constamment son titre, qui donne toujours le meilleur combat de la soirée, qui était une bonne promo. Peut-être pas la meilleure, mais une bonne promo. Dans l'ensemble, ces rings ont tous été intéressants. Même quand il a fait son dernier run en tant que heel, il a été hyper intéressant. Il défendait beaucoup son titre. Je pense que Bret Hart, c'est un peu l'image que je me donne d'un bon règne. Pour moi, il est fait. C'est exactement ça, en fait. C'est l'image parfaite que j'ai de quelqu'un qui fait un bon règne de champion du monde. Je veux dire, des rivalités super intéressantes. Contre Shawn Michaels, il y a eu des rivalités intéressantes. Contre l'Undertaker aussi, à cette époque-là. Il y a eu des séries de matchs avec Ric Flair pour son premier règne quand il est devenu champion. Le combat contre Yokozuna à WrestleMania que j'avais bien aimé aussi. Vraiment l'image parfaite, je pense, que j'ai d'un champion du monde. Ok, Ultimate Warrior. Ça va être peut-être plus... Parce que je peux pas nier que la victoire de Ultimate Warrior contre Hulk Hogan est un moment important de WrestleMania. C'est peut-être un des plus grands combats de WrestleMania de tous les temps. Le règne de Ultimate Warrior, par contre, a été tellement nul. Il a été champion une bonne partie de l'année. Il a pas tant fait de bons combats. Je pense que je vais le mettre ici. Il a perdu son titre contre Sergeant Slaughter. Comme... Je sais qu'il y avait beaucoup de politique là, à cette époque-là par rapport au règne de l'Ultimate Warrior. Il y en a qui disent que c'est Hulk Hogan qui a causé là, tous ces problèmes et tout ça. À mon avis, Ultimate Warrior, du moment qu'il était devenu champion, il était moins intéressant. Puis il n'y a pas eu assez de grands combats en tant que champion. Puis vers la fin,
c'était rendu pas mal inintéressant. Là. Le combat contre le Sergeant Slaughter Royal Rumble était un peu une honte aussi. Donc, je pense qu'un C, mais c'est quelqu'un qui a eu le potentiel de faire tellement plus. C'est très dommage. Ok, JBL. JBL, un bon B. Vous allez peut-être être surpris de voir ma note par rapport au règne de JBL, mais JBL a été champion presque un an. A été super bon, était là à toutes les SmackDown, faisait les promos vraiment bonnes. Puis quand il était dans le ring, moi j'ai toujours trouvé que JBL, alias Bradshaw, était un très bon lutteur, qui avait son style à lui très stiff, me rappelle certains de mes lutteurs préférés comme Stan Hansen puis tout ça. Mais son personnage de Gorish était juste vraiment cool. Je trouvais qu'il a fait vraiment un bon travail. Euh, Comme champion. Puis quand il a perdu son titre, ça a voulu dire quelque chose. Ce que je pense aussi qui était bon. Puis il a trouvé le moyen de réussir à battre des gars comme Undertaker, Big Show, Eddie Guerrero, tout ça, alors que son statut était quand même juste un mid-carder quelques mois avant. Puis ça l'a jamais tant mal passé, je trouve. Peut-être que les gens étaient un peu tannés de son règne vers la fin, je me rappelle un petit peu à l'époque, mais j'ai toujours trouvé qu'il était excellent dans son rôle. Fait que je vais dire un règne, mais un règne vraiment mémorable pour JBL, puis je pense que ça mérite un B. Ok, Sheamus. Bon, je pense que c'est Sheamus, c'est un D. Facile. 2 fois champion du monde. A battu John Cena pour aller chercher le titre. Un premier règne assez oubliable. Il était quand même très tôt dans sa carrière quand il est allé chercher ce règne-là aussi. Euh, que dire? Un bon lutteur, mais qui a jamais été très dominant en tant que champion, ni très crédible. Ensuite de ça, quand il a eu son deuxième règne en ayant son Money in the Bank contre Roman Reigns, là, c'était pire que pire avec la Ligue des Nations. Sheamus faisait des bons matchs, mais il n'était pas crédible dans son rôle. Puis, je considère qu'il a eu son championnat trop tôt la première fois, puis qu'il était pas dans le bon rôle la deuxième fois. Donc, je vais donner un D, mais dans le ring, il faisait des bons matchs. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Triple H. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Comme j'aime Triple H. J'aime Triple H. Comme je trouve que c'est un bon lutteur. Il fait des bonnes promos, tout ça. Il y a des règnes. Je vais dire que le meilleur règne qu'il a eu en tant que champion du monde, c'est son premier. Quand il était devenu un peu The Game. Qui a grossi, qui était monstrueux, qui était avec Stephanie McMahon. Ça, j'ai trouvé que c'était son meilleur règne de champion du monde. Dans tous ceux qu'il a fait. Puis il y en a eu quand même pas mal. Le moins intéressant, ça a été le règne de terreur de 2002, qui était trop long, pas assez intéressant. C'est pas vrai qu'il a pas mis personne over, mais il a diminué la valeur de certains talents aussi à cette époque-là. Je pense à Rob Van Dam, je pense à Kane. Euh, mais je pense qu'il a été quand même bon dans le ring aussi à cette époque-là. Après ça, il y a eu d'autres règnes que je considère beaucoup plus oubliables après ça. Beaucoup d'autres règnes de champion, mais euh, en tant que face, j'ai jamais vraiment été impressionné. Ce qui fait que j'ai quasiment le goût de mettre ici. Mais bon champion dans l'ensemble, parce que pour moi, Triple H est toujours un gars qui méritait d'être au top. Il faisait des réactions, il faisait des bons combats, il faisait des bonnes promos. J'ai l'impression que le règne de terreur de 2002 a été très néfaste pour l'appréciation qu'on a de lui en tant que champion. Puis les règnes après ont été complètement oubliables. J'ai pas vraiment tant de souvenirs, de grands souvenirs de ces règnes ensuite. Même s'il a été champion plusieurs fois. Donc je vais mettre un B, mais peut-être, c'est comme j'ai mis, je pense que Ric Flair, juste avec son Royal Rumble, m'a plus marqué que toutes les règnes de Triple H, donc je vais le mettre ici. Ok. Bon, je peux pas mettre Stan Stasiak parce que j'ai pas vraiment été un. Non. J'ai pas vraiment vu son travail à cette époque-là. Vince McMahon. Pas été très long, hein? Quand il l'a eu en 99. Je vais mettre un 2 parce que ça a été un moment marquant. Pour le reste, bof. Très bof. Euh... Ouais, c'est ça. Je
pense un D c'était tout à fait correct. Là. Je veux dire, il y a eu presque rien après ça. Là, peut-être. Donc, mais l'image de Vince McMahon qui gagne le titre, c'était quand même fort. Eddie Guerrero. Bon, pour moi, c'est un B. Le règne d'Eddie Guerrero a pas été le plus long. Par contre, c'est un moment qu'on se rappelle très très bien encore aujourd'hui. Excusez-moi là. Oh, il faut que je me bouche. Ça sera pas long, j'en reviens. Mais oui, le règne de Eddie Guerrero a été très. A pas été long. A été quoi 4 mois ou 3 mois avant de perdre contre JBL. Mais le combat où il a gagné contre Lesnar est déjà un combat incroyable. Mais ensuite, le match contre Kurt Angle à WrestleMania le mois suivant a été super bon ensuite. Comme c'est vraiment quelque chose de qu'on se rappelle aujourd'hui. Pour la qualité des matchs, mais pour l'impact qu'il y a eu, je pense qu'Eddie mérite son B. Mais ouais, voilà, un B. Je pense que c'est tout à fait bon. Euh, ok, Randy Savage. Je pense que ça va être un B ici. Encore une fois, ben, il a été 2 fois champion du monde, Randy Savage. Une première fois dans tout le truc avec les Mega Powers, qui est définitivement là, à mettre dans le meilleur storyline, je pense, de tous les temps de l'histoire de la lutte. Puis là, ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Mais ça, c'est déjà énorme. Ben, quand il a remporté le titre, il était déjà face. C'était avant les Mega Powers. Puis il y avait eu tout ce tournoi-là. Mon problème avec Savage dans les 2 moments où est-ce qu'il a été champion, c'était qu'il n'était pas au top. Au top. À ces moments-là. Quand il était champion de la WWF, il y avait Hulk Hogan qui prenait déjà toute la place dans les storylines à ce moment-là, puis il était considéré plus haut que lui. Puis quand il a pris le titre de Flair, il était même pas dans le main event du show. C'était encore Hogan qui faisait le main event de WrestleMania contre Sid. Il était toujours caché par Hogan quand il était champion. Puis ça m'a quand même déçu. Par contre, dans le ring, il faisait encore des bons matchs, mieux dans les années 80 que dans les années 90, mais ça, c'est tout à fait normal. Je vais mettre un B parce qu'on se rappelle bien de cette époque-là. Puis Macho Man était un très bon champion à ce niveau-là. Mais probablement qu'il aurait pu être un A si on y avait mis plus d'emphase sur lui quand il était champion. Ok, Undertaker. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a pas tant de règnes d'Undertaker qui ont été bons ou mémorables. Euh, il a été champion plusieurs fois. Il a remporté un main event de WrestleMania, ce qui est quand même bon. Faut que je me bouche encore, désolé. Mais j'ai toujours trouvé que quand Undertaker était champion, il était un petit peu moins intéressant. À peu près tout le temps. Par contre, il a été un bon champion. Il a été champion plusieurs fois. Il a même battu Hulk Hogan pour aller chercher le titre, ce qui était pas la première fois, ce qui était pas rien, sauf que dans le ring, c'était vraiment pas très très impressionnant à cette époque-là. Puis ça s'est vraiment amélioré par la suite. Le règne, peut-être que mon règne préféré, c'est celui en... Peut-être que je vais le mettre ici. Devant Triple H. Le règne où est-ce qu'il était heel, American Badass, où est-ce qu'il a pris le titre à Hulk Hogan. Ça n'a pas été assez long. Mais toute cette montée, ce heel turn-là, puis il défendait souvent son titre à ce moment-là. Ça, j'ai quand même bien aimé. Cette période-là. Mais sinon, il y a toujours eu des bonnes progressions pour Undertaker quand il gagnait son titre, mais j'ai jamais trouvé qu'au moment de gagner son titre, c'était si intéressant que ça. Fait que voilà. Ok, Pedro Morales. Pedro Morales, je vais mettre ici, au top du B. C'était un... Pedro Morales était un excellent champion dans les années 80. 80? Non, 70, pardonnez-moi. Hyper populaire avec la foule hispanophone. Puis un excellent lutteur. Comme juste un bon champion.
Je mettrai pas un A parce que je pense qu'on se rappelle pas assez de lui. Malheureusement. Donc, il n'a pas eu le même impact qu'un Bruno Sammartino sur l'imagination populaire. Mais pour moi, c'est un peu un équivalent de Bret Hart, mais dans les années 70. Morales était vraiment un bon lutteur. Puis un lutteur qui savait connecter avec la foule beaucoup. Puis je pense que c'est définitivement un gars qui est à considérer là, parmi les grands champions. Ok. Rey Mysterio. Je vais le mettre ici. Puis je sais que ça va me faire mal de mettre ça parce que je l'aime beaucoup. Mais le règne de Rey Mysterio était honteux. Vraiment honteux. Puis, en fait, c'est pas tant que c'était Rey Mysterio le problème. Il faisait des combats corrects à cette époque-là, mais ils l'ont fait passer pour une merde quand il était champion du monde. Il perdait tout le temps dans ses non-title matchs, puis des choses comme ça. Et ils ont pas profité de son statut. Du moment qu'il a remporté son titre, ils en ont profité pour en faire un espèce d'underdog ultime. Puis je pense que ça a été à défaveur de Mysterio de faire ça. Il y a eu beaucoup de combats. C'était toujours contre des gars beaucoup plus gros. Mais c'était toujours pour faire mieux paraître l'adversaire que lui-même. Pour mener à pas grand-chose au final. Pas à une espèce de storyline où est-ce qu'il prenait les devants puis qu'il devenait une espèce de giant killer. Non, non, c'était juste... Il était plus petit, fait qu'il perdait, mais il pouvait gagner au bon moment, tu sais. Mais j'ai trouvé que c'était très décevant la façon que ça a été exploité à cette époque-là. Donc je vais donner un E. Ça me fait mal de faire ça. Puis je pense que l'imaginaire qu'on a de ce règne-là, c'est que c'était pas un bon règne non plus. Donc c'est pour ça que je vais donner cette note-là. Ok, alors Bobby Lashley. Ça c'est intéressant. Ici. Bobby Lashley était un bon champion qui était dominant puis crédible. Puis ça, je pense que c'est les éléments qu'il faut considérer. Là. Il a été champion. Il avait l'air dominant puis crédible, mais je pense que son règne était pas mémorable tant que ça. Je pense juste qu'il a été un bon champion. Puis c'est quand même déjà une bonne affaire. À mon avis, il avait l'air d'un champion, il était booké comme un champion, puis c'était correct, mais c'était jamais exceptionnel. Et là, en plus, je serais en train de dire que c'était meilleur que les rings d'Undertaker. Non. Oh non. Peut-être un B ici. Là, je suis en train là. Puis, ensuite de ça, vous direz que Lashley n'est jamais vraiment retourné au top. Donc là-dessus, mais je trouvais que dans le ring, il était vraiment solide. Donc ça vaut quelque chose, ça aussi. Voilà. Ok, Brock Lesnar. Ah, c'est pas facile. Je pense que je vais le mettre ici. Là, il y a beaucoup de B. J'imagine, c'est normal. Quand on met un gars champion du monde, c'est parce qu'on y croit et qu'il est bon. Donc, je vais mettre un B. Puis, dans le fond, moi, j'aime beaucoup Brock Lesnar. Les différentes phases de Brock Lesnar, je les trouve intéressantes. Dans le ring. À cette heure, il aurait été un A s'il n'y avait pas eu la période du part-time wrestler où il était juste pas là, mais qu'il était champion. Qui était vraiment à mon avis, le moment le creux de la WWE en termes de qualité, ça a été là. Donc, par contre, quand il est champion, il fait des bons combats, Brock Lesnar. Il fait des bonnes promos avec Paul Heyman avec lui. Il a fait des règnes mémorables. Son premier règne de champion était quand même pas mal. Quand même. Le règne où est-ce qu'il a battu The Rock, c'était peut-être pas le meilleur règne parce qu'il a juste affronté The Undertaker en grosse rivalité ensuite. Le deuxième règne, à partir du moment où il bat Kurt Angle, devient champion, puis devient heel ensuite, quand même pas mal bon aussi. Après ça, il est revenu, il y a eu d'autres règnes, des combats assez mémorables aussi. Je pense que ça serait un top de B. Mais si ça avait pas été là, de la période où est-ce qu'il était juste pas là puis champion, j'aurais tendance à le considérer comme un A. Ah ouais. Ok, Mankind. Ok, Mankind c'est un B. Puis je vais le mettre ici. Devant les Undertaker, devant les Triple H. Pourtant, il y a eu le titre moins souvent puis moins longtemps que ces lutteurs-là. Mais quand il a pris le titre, ça a voulu dire quelque chose. Puis c'était une rivalité qui avait été bien montée, qui avait été bien présentée. Ouais, je pense que
Mankind, en plus, a fait des combats vraiment mémorables pour se rendre jusque-là. Puis des rivalités vraiment bonnes avec The Rock, avec Triple H. Bon, quand il était rivalité avec Triple H, il n'était pas champion par contre. Mais en tout cas, cette montée-là, puis toute la rivalité avec la WCW qui avait annoncé qu'il allait prendre le titre en disant que personne allait vouloir voir ça. Tout ça, je pense que ça c'était pas mal bon en fait. Puis ouais, comme je pense que Mankind c'est un personnage qui aussi ce règne-là est demeuré dans notre mémoire collective beaucoup. Puis c'était tellement mérité pour lui parce qu'il avait donné tellement à la WWF à cette époque-là. Donc je pense que c'est un solide B. Ok, Jeff Hardy. Je pense que Jeff Hardy, ça va dans le C. J'hésite avec Drew McIntyre. Peut-être C. Jeff Hardy faisait toujours des bons matchs. Même à cette époque-là où est-ce qu'il était à Raw, puis qu'il est devenu champion du monde, il a rivalité avec CM Punk aussi pour prendre le titre. C'était c'était toujours des bons combats, puis la foule était tellement derrière lui en tant que champion. Je pense juste que les règles n'ont jamais abouti à grand-chose d'intéressant, cependant. Donc, c'est pour ça que j'avais tendance à mettre un C. Mais, un bon, tu sais, comme les combats étaient bons, la foule était derrière lui, les rivalités étaient peut-être pas tout le temps excellentes, mais Jeff Hardy, quand il est devenu champion, ça a voulu dire quelque chose. Je pense juste que les règles ont été peut-être oubliables. C'est pas la seule chose. Euh, Puis c'est ça. Puis peut-être qu'en tant que champion, s'il n'y avait pas eu les affaires de deux champions par brand, je pense pas que Jeff Hardy serait jamais devenu champion du monde à la WWE. Mais quand il y avait deux ceintures de champion du monde, là, c'était plus logique qu'il le soit. Fait que c'est ça. Ouais, je pense un C. Un bon C. Bon, André Géant. Là, ça. Ok, je pense que ça va être au top du C. Comment oses-tu, Jonathan, Retro Pile Driver, le mettre en C, là, là, là. Ben, je pense que André Géant, quand il était au sommet de sa carrière, il avait pas de titre. Hein. Il avait pas besoin de ça, c'était une attraction. Quand la WWF lui a donné son titre de champion du monde, c'était uniquement pour préparer la rivalité avec Hulk Hogan. Donc, c'est certain que il était en fin de carrière, il était plus très mobile dans le ring, il valait plus grand chose dans le ring à cette époque-là. Mais le voir devenir champion du monde, ça a voulu dire quelque chose. Donc, ça là-dessus, je comprends. Fait que c'est pour ça que je donnerais un C. Puis en plus, ben, toute l'idée de la transition avec Hulk Hogan, c'est peut-être dans les top 5 des moments les plus importants de la WWF aussi. Fait que je vais mettre un C pour ça. Le règne était correct, mais dans le ring, c'était pas bon. Puis ça, il était pas très actif non plus, André, à cette époque-là. Donc pour moi, ça vaut un C, mais c'est plus par rapport à l'image que ça l'a laissé derrière moi, dans ma tête en tant que jeune fan à l'époque. Ok, Ivan Koloff. Pour moi, ça vaut la même chose voyons, le Iron Sheik. Ça a peut-être été plus impactant parce que c'est quand même Ivan Koloff qui a mis fin à un règne qui avait duré quasiment 10 ans de Bruno Sammartino. Ou plus que 10 ans. Je me rappelle plus. Tellement que c'était un long règne. Donc, c'est Ivan Koloff qui a battu Bruno Sammartino, mais c'était juste transitionnel pour que Bob Backlund lui prenne le titre. Ivan Koloff, qui est un Montréalais, avait été un excellent lutteur. Là, puis il a été quand même un excellent lutteur une bonne partie de sa carrière, mais il a été utilisé en champion de transition. Puis c'est pas mal un peu n'importe quoi. Mais on se rappelle de ça, fait que ça c'est important. Bon, Randy Orton. Randy Orton, un lutteur mémorable, légendaire. Je sais qu'on a beaucoup été de genre à critiquer Randy Orton à un moment donné dans sa vie. Parce qu'il était pas si bon que ça dans le ring, il était un peu plat, blablabla. Mais Randy Orton a toujours été un bon lutteur, tout le temps. Ses règnes n'ont pas tous été tout intéressants, mais il a trouvé moyen d'être plusieurs fois champion du monde, puis d'avoir, à mon avis, souvent des rivalités qui étaient intéressantes. Pas toujours les éléments les plus intéressants du show, mais ça a
souvent valu la peine. Il y a eu plein de rivalités intéressantes avec Triple H. Bon, la première, où il est devenu la première fois champion du monde, ça, c'était pas très intéressant quand il était face. Mais quand il est devenu heel, puis que là, il a vraiment développé son personnage là, d'espèce de maniaque là, qui donnait des coups de pied dans la tête de ses adversaires. Là, c'était intéressant. Là, c'était bon. Puis, ensuite de ça, il y a eu plusieurs phases. Peut-être que la phase que j'ai, en tant que champion, que j'étais le moins intéressé, c'est celle où ce qui était avec The Authority. Parce que j'avais pas l'impression que c'était le focus était sur lui en tant que champion, mais sur le clan qu'il protégeait en tant que champion. Mais je pense que c'est un B qui est tout à fait logique là. Je pense que. Faut que je me mouche encore. Randy Orton n'était pas exceptionnel en rien, mais il était convaincant dans tout. Donc je pense qu'un B, c'est tout à fait bon ici. The Rock. Mettre un A. Moins que Brett. Pour moi, The Rock, c'est peut-être l'image du champion le plus convaincant en tant que face. Peut-être celui aussi qui avait la foule le plus de son côté à une époque, peut-être avec Hulk Hogan. Ce serait pas mal les deux. C'est sûr qu'il y avait Steve, tu sais, comme Austin, The Rock, puis Hogan seraient peut-être les champions qui avaient la foule. Vraiment, peut-être Sam Martino. Oh my god, il y en a tellement dans le fait. Sam Martino aussi, tout ça. Mais The Rock faisait des promos qui étaient excellentes. Ses rivalités étaient bonnes. Les règles n'ont jamais été si longues que ça. Mais je pense que moi, je me rappelle des périodes où est-ce qu'il était champion. Il y en avait qui étaient pas mal intéressantes. Celle où est-ce qu'il commençait avec la Corporation était définitivement là, marquante aussi. Celle où est-ce que il était avec les WWF contre la WCW, ça a été intéressant. Il a été champion comme vraiment plusieurs fois. Puis à toutes les fois, c'était toujours dans des rivalités qui étaient bien. Avec Triple H, il y avait la grosse rivalité aussi en 2000. En 2001, c'était plus avec les gars comme Booker T de la WCW. Il est revenu en 2002, a gagné le titre dans un excellent match contre Kurt Angle et Undertaker pour le perdre un mois plus tard. Mais ce que je me rappelle surtout, c'est comme les promos, les combats. C'était quelqu'un qui défendait son titre souvent. Pour moi, c'est un peu l'image que je me fais d'un très bon champion. Donc, ouais, je pense The Rock à mettre en A. Ok, Batista. Je pense que Batista, c'est un B. Je vais même mettre peut-être plus haut que Randy Orton. Orton était plus convaincant. Mais Batista, je pense, a été mis dans des bonnes rivalités, par exemple avec Edge, avec Undertaker. Je pense que les rivalités étaient juste plus intéressantes. Il était moins bon dans le ring, mais il était quand même convaincant. Donc, non. Je pense, en tant que champion de la WWF, Batista a été un bon lutteur. Peut-être pas la meilleure promo, pas le meilleur selling aussi, mais j'ai toujours trouvé qu'il faisait le travail, il était convaincant. C'est ça qui comptait, en fait. Puis, non, je pense que c'est l'exemple parfait d'un bon champion. Quelqu'un qui va finir dans le Hall of Fame, s'il n'est pas déjà dans le Hall of Fame, en fait. Mais quelqu'un qui a jamais été assez bon pour être au top dans notre mémoire, mais quelqu'un qu'on va dire, ah oui, Batista, il était bon, il était intense, tout ça. Oh, Yokozuna, ça, c'en est un que. Je pense que Yokozuna serait ici. 2 règnes de champion du monde. Un personnage qui a été bien présenté à l'époque, qui a eu une bonne progression. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup, en fait. C'est sûr, peut-être que j'augmente sa note un peu trop, mais la rivalité avec l'Undertaker était tellement bonne. Le match à WrestleMania contre Brett, que j'ai beaucoup aimé aussi. Il a été tellement un champion dominant, puis impressionnant, mais il était dominant en faisant bien paraître ses adversaires qui étaient beaucoup plus petits que lui. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il était vraiment bon dans le ring. Aussi pour un gars de son poids. Je pense que c'est un peu. C'est peut-être un des règnes des années 90 que je me rappelle le plus. C'est celui de Yokozuna. Donc, je pense que ouais. Je pense que c'est un bon B. Un petit peu moins bon que des GBL, des Savage, des Pedro Morales, des Brock Lesnar. Mais un champion vraiment solide. Jinder Mahal. Au bas du bas.
J'ai jamais aimé Jinder Mahal dans le ring. J'ai jamais trouvé Jinder Mahal très convaincant dans rien. Vraiment pas grand chose à dire par rapport à ça. Jinder Mahal a été champion parce qu'il voulait développer le marché indien. Jinder Mahal est canadien, by the way. Il est revenu à la WWF, il était complètement transformé au niveau physique. Je sais pas, comme un espèce de dieu. Mais il a jamais été convaincant dans ce rôle-là. Il a jamais fait un. À mon avis, il a pas fait un bon combat. Je me rappelle de sa rivalité avec Shinsuke Nakamura pour les mauvaises raisons. C'était pas très bon. Puis je pense que dans toute cette liste-là, ça doit être le pire. Le pire champion de la WWE. Bray Wyatt. Pourquoi ça va là? Bray Wyatt a eu le titre pas longtemps pour perdre le titre à WrestleMania. Ça n'a pas été à la hauteur de ce que ça aurait été. Puis au moment où est-ce que je ferai enregistrer cette vidéo-là, Bray Wyatt est décédé comme il y a quelques jours. Sûr que c'est une triste nouvelle parce qu'il a mon âge, Bray Wyatt. Il est mort à 36 ans, j'en ai 35. C'est des choses qui sont vraiment effrayantes à lire. Mais son règne qu'il a eu là, une fois, ça n'a pas été à la hauteur du personnage qu'il était. Donc, non, je pense que c'est. Je pense que c'est un D. Parce qu'il a eu le titre au moins une fois. Puis là, tout le monde est content à ce niveau-là. Mais il était quoi, champion un mois ou deux avant de le perdre contre Braun Strowman à WrestleMania. Yeah. C'était juste pas intéressant. Puis peut-être qu'il a été champion avec le Fiend, mais ça, le Fiend, j'ai pas suivi ça. Puis ça m'intéressait vraiment pas. Donc voilà. Ok, là c'est John Cena. Là, ça va être intéressant. Je vais mettre John Cena au sommet du B. Combien de fois champion? Comme je sais même plus combien de fois il a été champion. J'ai toujours trouvé que John Cena était sous-estimé dans le ring. Mais que ce qui a un peu terni son image, c'est qu'il y a eu des règnes où est-ce que il était juste trop invincible puis pas assez intéressant. Malgré tout, il a fait des bons matchs. Il a fait des bonnes promos aussi. Je pense que le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de pilotes automatiques dans certains de ses règnes qui ont baissé un peu la qualité de ces choses. Peut-être que ça ferait que je baisserais sa note en fait. Tiens, je pense qu'il pourrait être devant Savage, mais derrière Morales puis derrière Brock Lesnar. John Cena, c'était quelqu'un qui était convaincant en tant que champion. Quand il a remporté le titre pour la première fois contre JBL, ça a voulu dire quelque chose. Après ça, il est devenu top face, puis je pense qu'ils ont tourné en rond un petit peu trop rapidement. Puis la foule a un peu tourné son dos contre lui parce qu'il gagnait tout le temps. Mais je pense que plus ses règnes sont avancés, plus ils ont joué avec ça de la bonne façon pour le faire bien paraître. Puis je pense qu'il a été un excellent champion du monde dans certaines occasions. C'est dommage que la foule se soit revirée contre lui, mais je pense que ça c'est dû au booking. Mais il a été un très bon champion de la WWE. Ok, Sid. Oh, c'est pas facile, Sid. Je vais mettre un T. Les règnes de Sid n'ont pas été très intéressants. Dans la majorité des cas, il a été 2 fois champion du monde. Ce qui est un peu dommage avec lui, c'est que euh, ben comme je dirais, il a été très bien présenté comme personnage. Quand il a remporté les titres de champion du monde, c'était mérité. Mais ils ont rien fait avec ces règnes-là. Sid Vicious n'a pas été champion longtemps dans tous les cas. Puis quand il a perdu son titre, c'était 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 dans des contextes c'est comme la première fois qu'il a remporté son titre, il a été avec Shawn Michaels qui était bonne avec le match au Royal Rumble 97 qui était un très bon match. Puis ensuite de ça, quand il a remporté le titre, c'est dans un cage match pour le perdre contre l'Undertaker un mois plus tard dans un combat très mauvais. Comme le in-ring était pas si bon que ça. Les promos, il n'était pas tant présent en tant que champion non plus à cette époque-là. J'ai tendance à dire que c'est un D. Mais le personnage de Sid a quelque chose de très magnétique. On l'aime, Sid Vicious. Donc, là-dessus, je pense que c'est ça. Il était un heel qui était très populaire. Comme c'était quelqu'un qui était méritant d'être un champion. Je pense qu'il n'a jamais rien fait d'intéressant en tant que champion. Si j'ai résumé ça très brièvement. Ok, Rob Van Dam. Ouais, je vais mettre Rob Van Dam en C. Toujours aimé. J'ai beaucoup aimé quand Rob Van Dam est devenu champion du monde.
C'était là, le combat à One Night Stand. Ça a voulu dire quelque chose quand il a battu John Cena. C'était un combat absolument exceptionnel. Il y a eu des bons matchs après ça. Le ring n'a pas été très très long parce qu'il avait été pris en possession de drogue. Alors que son règne était sur une bonne lancée. Il y avait eu un très bon match contre Edge dans un pay-per-view pour défendre son titre. Ça n'a juste pas été assez long. Donc je vais mettre un C. Mais c'était vraiment une période cool quand il est devenu champion du monde. Donc voilà. Sergeant Slaughter. Ben, ça et tout, c'était un champion de transition. Mais dans une rivalité qui était un peu gênante. Qui n'a pas été très longue. Je vais mettre un E. Je pense qu'il a été méritant de devenir un champion du monde, mais pas dans une rivalité de transition avec un B. Je pense qu'il est devenu champion du monde trop tard aussi. Quand il est devenu champion, il était un peu plus vieux, sur le bord de la retraite. Ou pas sur le bord de la retraite, mais comme un peu en fin de carrière. Il était pas aussi mobile ni intéressant dans le ring qu'il était avant. Puis là, il a pris le titre Ultimate Warrior dans un combat vraiment gênant où il a donné aucune offensive avant de le battre avec un camel clutch pratiquement. Puis ensuite de ça, la rivalité contre Hogan sur la guerre du Golfe avec où il avait ramené Iron Sheik puis Colonel Mustafa, c'était vraiment pas bon ça. Puis le combat à WrestleMania n'était pas vraiment bon non plus. Je vais mettre un E. Dommage parce que si Slaughter avait remporté le titre dans les années 80, puis que ça n'avait pas juste été Hogan. Par exemple, si il avait été heel, puis il avait pris le titre à Hulk Hogan pour le perdre 3 mois plus tard, probablement je l'aurais considéré comme un B parce qu'il était tellement bon dans cette époque-là. Mais bon, un E. Kofi Kingston. Je vais mettre un bon B. Kofi, ça a voulu dire quelque chose quand il a pris le titre à Daniel Bryan. Ensuite de ça, il y a eu plein de bons combats pour défendre son titre. Ça, c'est quand même cool. Mais la façon qu'il a perdu contre Brock Lesnar, ça m'empêche de le mettre un peu plus haut que ça. Le perdre en 5 secondes, c'est un peu gênant. Mais Kofi méritait ce ring-là. Puis c'était un beau moment quand il a gagné contre Daniel Bryan. Kurt Angle. Oh. Kurt Angle, c'est un B. J'hésite. Je vais mettre ici. Oh, peut-être plus haut. Peut-être plus haut que JBL. Vu qu'il a été quand même champion plusieurs fois. Kurt Angle, c'était. Ben, je n'ai pas besoin de dire que c'était un. Ah, bon, tu sais, je suis en train de me penser. Je pense que je vais le mettre plus haut que John Cena. Kurt Angle, à toutes les fois où il a remporté le titre de champion du monde, son personnage avait légèrement changé. Il était pas mal tout le temps vraiment intéressant quand il était champion du monde. Puis non seulement ça, mais c'était un excellent lutteur aussi, donc ça l'a joué beaucoup. Mais je pense que, ouais, à considérer comme. J'étais quasiment en train de me dire je le mettrais comme un A, mais je pense pas le mettre comme un A. Mais, ah ouais, je pense que je le mets plus haut. Je pense que Kurt Angle devrait être au sommet du B en fait. Parce que je pense que ses règnes ont été vraiment nice. Le premier où c'était comme un chicken shit heel puis qui s'en sortait de façon X, Y, Z, c'était intéressant. Pas son meilleur règne, mais intéressant. Je pense que mon préféré, ben, après ça, il était devenu face pendant l'Invasion, a pris le titre à Steve Austin, ça n'a pas été assez long. Puis après ça, ben, il y a eu la rivalité avec Brock Lesnar, qui est pas mal dans ce que je considère ce qui a fait de meilleur à la WWF. Donc, non, je pense qu'il est très méritant d'un bon B là-dessus. Plus intéressant que Lesnar, à mon avis. Ok, Daniel Bryan. Oh, ça, c'est quand même complexe. Deux règnes. Ok, j'ai pas vraiment choix de le mettre là, à mon avis. Pourquoi? Parce que le deuxième règne, où est-ce qu'il était comme champion bio, c'était quand même divertissant. Il a fait des bons matchs, puis ça, j'ai aimé ça, cette partie-là. Le premier règne, par contre, c'était terrible. Quand il a pris le titre, enfin, contre Batista puis Randy Orton, on était là, ouais, yeah, enfin, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Une rivalité avec Kane qui était gênante. Et là, le terme gênant. Il l'a battu, mais la rivalité était pas bonne. Gênante. Vraiment nul, en fait. Puis après ça, il s'est blessé, fait que le règne n'a pas été long non plus. À cause du deuxième règne, je le mettrais dans le B. Parce que sinon, ça aurait été dans le D que je l'aurais mis. Fait que, voilà, mais dans le plus bas du B. Dans le bas du B. J'ai goût de dire que Kofi Kingston, c'était le meilleur. En tant que champion. Ok, Chris Jericho. Ça, c'est complexe aussi.
Je vais mettre ici. Il y a eu... Chris Jericho a été champion de la WWF une fois, sinon il a été World Heavyweight Champion, je pense. Donc, il peut pas vraiment être considéré à ce niveau-là, mais la rivalité, le moment où il a remporté le titre contre Steve Austin puis The Rock, en soi, c'est ultra mémorable. Ça doit être considéré parmi les plus grands accomplissements de sa carrière. Puis c'est quelque chose qu'il dit encore aujourd'hui, donc oui. Par contre, quand il est devenu champion, c'était un peu de la merde. Il était plus du tout voyons, comment je dirais ça, le focus du show. Puis en plus de ça, il était pas très intéressant, puis il luttait presque plus. Puis il était avec Stephanie McMahon qui avait plus de temps d'antenne que lui, c'était un règne épouvantable. Donc, juste ça, mais le fait que Jericho devienne champion du monde, ça a été vraiment intéressant. Ce qui est dommage, c'est que c'était plus intéressant toute sa montée, où est-ce qu'il était face, sur la limite avec le heel, où est-ce qu'il a battu The Rock, il y avait les rivalités comme ça. Puis, par contre, il devient champion à Vengeance, puis après ça, il n'y a plus rien d'intéressant. Très dommage. Ok, Seth Rollins. Ouais, Seth Rollins, je vais donner un B, mais au plus bas du B, parce que moi, je suis pas tant un fan de Seth Rollins. Je vais être honnête avec ça, avec vous là-dessus. Je suis pas tant un fan. Par contre, il fait toujours des bons matchs. J'aime pas ses promos, j'aime pas sa voix. Je trouve que c'est un lutteur qui est un peu oubliable, mais il fait des bons combats. Puis ça, ben, ça vaut quelque chose. Puis en tant que lutteur sur la carte, ben, c'est quelqu'un qui est très convaincant, qui est toujours bon, qui est toujours. Fait toujours le travail. Fait que je vais mettre un B. Mais pour vrai, je suis pas tant un fan. En tant que champion du monde, pour moi, c'est plus un mid-carder, Seth Rollins, mais ça, c'est mon opinion. Voilà. Ok, Roman Reigns. J'ai pas le choix. J'hésitais entre le B et le A par rapport à ses anciens règnes qui étaient quand même pas très bons. Par contre, celui qui a actuellement est tellement convaincant, bon, bien monté. J'ai pas le choix de le mettre dans A parce que je pense qu'on va considérer Roman Reigns comme un des grands champions de la WWE dans quelques années. Là. Il était that good. Il est that good en ce moment par rapport au micro, par rapport. Il lutte pas beaucoup, mais quand il lutte, ça veut dire quelque chose aussi. Il fait des bons matchs. Il fait des bonnes promos. Le storyline était intéressant. Il est champion depuis extrêmement longtemps. Battra jamais le règne de Bruno Sammartino en termes de longueur, mais voilà, comme définitivement quelque chose de mémorable qu'on est en train de vivre en ce moment avec lui comme champion. Oh, je me bouche encore. Désolé. Donc, je vais donner un A parce que je pense que ce règne-là éclipse un peu les autres mauvais qu'il y a eu avant. Et là, ok. Superstar, Billy Graham, ça c'est pas mal intéressant aussi. Parce que je vais le mettre dans le A. Au plus bas du A aussi. Euh, Superstar Billy Graham, c'est un excellent lutteur. Si vous ne l'aviez pas vu à l'époque, mais c'est aussi quelqu'un qui était très convaincant. Qui faisait les meilleurs promos en fait. Il faisait les promos des années 80 des années 60. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Le physique, il était tellement convaincant. Il était tellement over en tant que heel aussi. C'est un. C'est pas arrivé tant de fois que la WWF faisait confiance à des heels dans ces rôles-là comme champion du monde à l'époque, mais lui, il a été le meilleur. Puis le physique était incroyable. Pour moi, il était plus gros qu'Hulk Hogan dans les années 80. Puis il était juste phénoménal pour bien faire paraître aussi ses adversaires face. Je vais toujours me rappeler des combats contre Mil Mascaras. Si vous avez jamais vu ça, c'était des combats vraiment bons qu'il faisait à l'époque. Puis c'est ça, je vais dire, il est injustement oublié aujourd'hui parce qu'il était tellement en avance sur son temps, mais c'était vraiment un grand champion. Que je vais mettre en un A, mais au plus bas de mon A parce que je pense que les autres sont plus intéressants. Ok, Ted DiBiase. Bon, il n'a pas été officiellement un champion de la WWF, donc c'est pour ça que je vais le mettre en D. Mais le moment où est-ce que c'est arrivé les années 60, où est-ce qu'il a comme acheté son règne, c'était quelque chose de vraiment drôle. Euh, Ouais, je pense c'est ça. C'était pas vraiment un règne, fait que je peux pas le mettre. Il a jamais défendu son titre. Il a, c'est comme
Mais ce moment-là voulait dire quelque chose. Quand il est devenu champion, puis qu'il y avait juste par défaut tout ça. Mais un D. À cause que c'est un peu une blague. Ok, Edge. Je pense que Edge est à mettre au sommet du B. Il y a des moments, juste le premier Money in the Bank cash-in, ça a été un moment important. Il était champion plusieurs fois. Puis quand il était champion, il renaît. C'était pas mal toujours à SmackDown qu'il était champion du monde, puis il renaît à SmackDown. Il faisait tout le travail à SmackDown. Puis ça, je pense que là-dessus, il a été vraiment convaincant. Il luttait vraiment souvent, a fait des bons matchs, des bonnes rivalités, par exemple avec l'Undertaker pour le combat à WrestleMania. Il y a plein de rivalités avec John Cena, avec le Big Show, avec Kane, avec Batista, qui a eu beaucoup de fois de rivalités. Donc, il a été vraiment bon. Pour moi, c'est comme un peu la version. Tu sais, comme là, j'ai mis JBL avec son bon règne, qui a eu une bonne note. Pour moi, Edge était toujours au top. Puis, quand il était au top, il était crédible. Il était bon dans son rôle. Pour moi, je pense que c'est comme à mettre au sommet du B. Peut je dirais plus haut que Kurt Angle parce que Angle a eu des règnes qui étaient coup-ci coup-ça. Je pense que les règnes de Edge ont été convaincants. Puis en tant que heel, il était excellent. Excellent tout le temps. Le Miz. Le Miz. Devant Jeff Hardy. Devant Chris Jericho comme champion du monde. Ouais. Tout son règne, où est-ce qu'il était champion, qui avait pris le titre à John Cena, puis là, il y avait toute où est-ce qu'il a été un afterthought de la rivalité entre The Rock et Cena, ça c'est dommage, mais quand il a été champion du monde, ce moment-là avec Alex Riley avec lui, c'était un bon règne. Convaincant. J'ai pas mal aimé ça, puis ouais. Je pense qu'il a fait des bons matchs aussi à cette époque-là, il faisait des excellentes promos. Il était juste pas assez crédible. Puis il n'a pas été considéré comme assez sérieux dans ce rôle-là. Mais je pense que ce premier règle-là a été pas mal bon. Assez pour un C. Le Big Show. Ouf. Yes, ici, le premier règne du Big Show a pas voulu dire grand-chose. C'était c'était pas très bon. Il y a eu les rivalités avec le Big Boss Man là-dedans. C'était pas très intéressant. Non, je pense que voilà, il y avait pas grand-chose à dire sur ce règne-là. Il y a eu d'autres règnes. Big Show ensuite, qui était World Heavyweight Champion. Le règne où est-ce qu'il a pris le titre à Brock Lesnar, ça n'a pas été long non plus. Il a perdu le titre un mois plus tard. Après ça, il a été champion de World Heavyweight, mais là, on parle plus de champion de WWF. Je vais mettre un D. Il n'a jamais été très convaincant comme champion de toute façon. Il est très bon dans le ring, donc voilà. Un D. Diesel, ça c'est intéressant. Diesel, j'ai tendance de mettre un C. Il y a du monde qui sont beaucoup trop critiques sur son règne de champion du monde, à mon avis. Il a été pas mal bon. Euh, à mon avis, il a été convaincant comme champion. Mais je comprendrais, là, comme là, ils disent que le business est en train de tomber quand il était champion de la WWF. Je pense que beaucoup de monde n'aurait pas vraiment rempli les arénas parce que Diesel était quand même over avec la foule. Je pense pas qu'on peut lui donner la faute de la déchéance de la WWF à l'époque. Il était comme dans le ring, c'était sa meilleure période quand il était champion du monde aussi. Peut-être pas mémorable. Ça, je serais d'accord pour dire ça, mais il n'a pas été dans des mauvais angles, puis il n'a pas été dans des mauvaises rivalités. Peut-être en bas de Rovenham, cependant. Peut-être même en bas du Miz, ouais. Mais meilleur que Chris Jericho comme champion du monde. Tiens, je pense que ça, c'est tout à fait normal. Ouais, j'aime ça. Au CM Punk. Il y a eu tellement des bons storylines. Ah, est-ce qu'il y a. Ici, tiens. Je pense qu'ici, dans un excellent B pour CM Punk. Pas tant par rapport à la durée des règnes, quoi qu'il y a eu un long règne de champion du monde. Ah, on va le mettre devant Savage à cause de ça. Un long règne de champion du monde, des excellents combats, des excellents angles. Je pense que des fois, c'était peut-être que CM Punk n'était pas considéré comme au top de la hiérarchie, cependant, même s'il était champion depuis longtemps. Mais ouais. CM Punk, en tant que champion du monde, était toujours l'élément le plus intéressant du show quand il était là. Donc, évidemment, là, moi, je vais considérer là, que
c'est un B. Toute la rivalité avec John Cena aussi. Où est-ce qu'il avait quitté la WWE, ou est-ce que CM Punk avait quitté la WWF avec le pipe bomb et tout ça. C'était le meilleur. Une des meilleures époques à l'époque à ce temps-là pour suivre la lutte, à mon avis. Un B. Un bon B. Alberto Del Rio. Ouf. C'est un D. Peut-être le sommet du D. Moi, j'ai jamais aimé Del Rio personnellement. Mais il était bon dans le ring. Le promo était pas dégueulasse. Mais personnellement, j'ai jamais tant aimé. Fait que je vais mettre un D parce que je pense que son travail mérite d'être noté. Mais c'était bien. Il a été bien présenté, rapidement mis au sommet de la carte. Puis je pense qu'il était crédible dans ce rôle-là. Mais ça, c'était pas quelque chose qui était fait pour durer sur le long terme, à mon avis. Donc voilà. AJ Styles. Je pense que je le mettrais ici. Un bon champion. Pas été si long que ça. Mais que dire? Il était bon dans le ring. Il était mérité qu'il gagne le titre à cette époque-là aussi. C'était le fun qu'il soit champion du monde. Mais je pense qu'il n'a rien fait de particulièrement incroyable en tant que champion du monde. Mais c'était juste le fun qu'il soit là. Son règne était juste assez long. Ouais, je pense que c'était. C'est ça, c'était un bon champion à SmackDown. Non, c'était pas SmackDown. C'était avant le draft qui était devenu champion. Ouais, ouais. Non, c'était des combats tout à fait corrects. Il était bon. Il était crédible. Je pense que c'est tout ça, mais je pense que je me rappelle pas assez des choses de cette règle-là pour aller plus. Ok, Buddy Rogers. Pas facile, Buddy Rogers, mais je pense qu'on va le mettre au sommet du B. Si vous avez jamais vu du travail de Buddy Rogers comme champion du monde ou juste comme lutteur, je vous conseille de voir ça. C'était vraiment le Heat Magnet par excellence de l'époque. Euh, Extrêmement charismatique, bon dans le ring, un bon ring. Je pense que c'est définitivement à mettre dans le B. Il a été, pour moi, il m'apparaît plus mémorable qu'un gars comme Pedro Morales comme champion. Mais également, je pense aussi que je le mettrai pas dans les A parce que pour moi, c'est pas dans les grands rings de champion du monde, mais il était tellement convaincant puis bon dans son rôle que je pense qu'il mérite un solide B pour y aller. Mais je vous conseille vivement de regarder des combats de Buddy Rogers si vous avez juste un petit intérêt pour la lutte un peu rétro. Ce gars-là, c'était le Heat Magnet par excellence. Ok, Kane. Le règne a duré une journée. Donc, je peux pas mettre grand-chose. Ce que je peux considérer, c'est l'impact de sa victoire au King of the Ring, qui était déjà correct, mais mais le fait de perdre une journée après, bah, c'était un petit peu décevant. Hein, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était décevant qu'ils perdent une journée, mais le combat contre Austin, la victoire d'Austin le lendemain, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Quand j'avais vu ça là, à Superstars le samedi matin là, en allant chez ma grand-maman voir. Parce que j'avais pas le câble. Fait que je pouvais pas voir la lutte en direct. Mais quand j'avais vu Austin battre Kane le lendemain, ou ben, comme si. Déjà, j'étais surpris de voir Kane avec le titre parce que je voyais pas les pay-per-view. Et de voir Austin reprendre immédiatement le titre, ça a été un des beaux moments pour moi dans ma vie. Ok, Shawn Michaels. Là, peut-être que vous m'aimerez pas avec ça. Mais Shawn Michaels, j'ai pas tendance à le mettre trop haut. Parce que ses règles, c'était de la merde, à mon avis. Puis, je vais le mettre. Ah oh, ouais. Je vais le mettre ici. En bas même de Triple H. En tant que champion du monde, ça a été extrêmement décevant, à mon avis, quand Shawn Michaels a pris le titre de Bret Hart à WrestleMania. Parce que, bon, il y a deux règnes qu'il faut considérer, là, à mon avis, même si on pourrait considérer WWE. Je pense pas qu'il ait juste été World Heavyweight Champion à WWE. Le premier règne, il a pas voulu perdre son titre. Fait qu'il a faké une blessure pour pas perdre son titre. C'est ça, là. Où est-ce qu'il a perdu la fameuse promo, là, qu'il avait perdu son sourire, toutes ces affaires-là.
Fait que déjà là, une grosse déception. Le deuxième règne, il s'est blessé. Quand même, il a battu Bret Hart à Survivor Series, puis après ça, s'est blessé contre Undertaker au Royal Rumble. Puis pendant les 2 mois suivants, il a lutté aucun combat. Puis a perdu contre Steve Austin à WrestleMania. Bon, ça c'était quand même plus acceptable. Parce qu'il a perdu son règne de bonne façon. Quoi qu'il est en train, apparemment, il doutait de perdre à WrestleMania. Mais je vais mettre un B parce que dans les deux cas, les victoires ont été comme mémorables pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Dans le ring, il était très solide. Moi, je suis pas le plus grand fan de Shawn Michaels, mais à cause de ses gestes à cette époque-là, mais les règnes étaient quand même vraiment intéressants. Avec la DX pour son deuxième règne, c'était vraiment bien. Puis juste toute la montée de son match contre Bret Hart pour le Iron Man match était vraiment bonne aussi. Donc je vais mettre un B, mais les règnes n'étaient pas très intéressants. Fait que c'est pour ça, c'est plus que si j'avais à mettre le lutteur, il serait beaucoup plus hautement classé. Ok, Bruno Sammartino. Ben voilà, je le mets au sommet. Plus haut que Bret. Bruno Sammartino luttait à toutes les semaines contre les lutteurs que vous voudriez pendant des années, puis des années, puis des années. Il a gardé son titre de la WWF, puis il remplissait les salles. Puis c'était des bons matchs. Bruno Sammartino était un bon lutteur qui avait des combats techniques, oui, mais pour l'époque, c'était un peu la crème de la crème, ce gars-là, par rapport au physique, les capacités dans le ring. Promo, c'était pas une grande promo, mais il était tellement honnête, Bruno Sammartino. C'était tellement un lutteur attachant. Tout le monde l'aimait. Donc, pour moi, c'est un peu comme le plus grand champion de tous les temps. Autant d'années champion. C'est vraiment impressionnant. Puis, ouais. Comme, c'est le plus grand lutteur, le plus grand champion de tous les temps, à mon avis. Comme, sans l'ombre d'un doute. Fait que ça vous donnera une idée pour Austin et Hogan où est-ce que je vais les classer, mais je pense pas que ça va être devant Bruno Sammartino. Dean Ambrose, là, vous m'aimerez pas avec Dean Ambrose. Je pense. Mettre un D. Peut-être un sommet de D. Vous allez dire, oh mon Dieu, comment oses-tu? Daniel Ambrose, excellent lutteur, blablabla. Il n'y a rien de ça qui est remis en question. Je pense que Dean Ambrose était un excellent lutteur. Bonne promo. Il était dans une bonne position pour être champion du monde. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est comment il a géré son titre. Je trouve que, je sais pas si vous vous rappelez le podcast que Steve Austin lui avait donné ou pour lui dire comme, là, tu dirais que tu es à ta place comme champion du monde, mais que tu es sur le pilote automatique. C'est pas très intéressant ce que tu es en train de faire en ce moment un peu. C'est ça qu'il disait. Moi, je suis de cette opinion-là. Je pense qu'il a pas été particulièrement intéressant comme champion du monde. Puis que ça a été vraiment du pilote automatique durant le temps où est-ce qu'il l'a été. Les combats étaient bons, mais je pense que les règnes étaient vraiment pas mémorables. Mais je vais mettre un D. Un D, je pense que ça met du D. Je pense que c'est une bonne position pour lui. Steve Austin. Oh, j'hésite. Devant Brett ou en bas de Brett. Je vais mettre devant Brett. Pour moi, la période la plus emblématique de ma vie, en tant que fan de lutte, c'est en 98 quand Steve Austin était champion du monde et qu'il avait des promos contre Vince McMahon à toutes les shows. J'ai jamais vu des foules aussi en feu que ça par rapport aux choses les plus complètement imbéciles, mais c'est ça. Austin était bon à ce point-là. Dans le ring, il était solide. Là, je parle juste de son premier règne, parce qu'il y a eu d'autres règnes ensuite. Puis, il y en a qui vont peut-être remettre en question son règne en tant que heel en 2001. Ça pourrait être un élément qui ferait en sorte que je pourrais le baisser. Par contre, quand Austin était heel en 2001, il affrontait tout le monde. Tout le monde, tous les soirs. Puis, il faisait, bon, c'est vrai. C'est vrai que ce règne-là n'était pas très bon. Ah, c'est soit le meilleur ou c'est comme. Oh, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'à cause de ce règne-là. Vu que Brett a juste eu des bons règnes. Ça pourrait être ça. Mais Austin était tellement bon. En tant que. Tu
Tu sais, comme même, bon, en tant que heel moins, mais en tant que face pour avoir toute la foule de son côté. Il n'y a rien qui était plus impressionnant que ça, à mon avis. Euh, Puis toute cette période-là, la rivalité avec Undertaker, avec Kane, avec Mick Foley, avec The Rock, c'était vraiment la des plus belles périodes de la lutte, à mon avis, à cette époque-là. Donc, un A. Et Hogan. Ben, Hogan, peut-être que vous aimerez pas ça. Je suis pas le plus grand fan de Hulk Hogan, mais en tant que champion, je pense que je le mettrais là, parce que le règne des années 80, même si le règne des années 90, puis même si son règne... Ah, je pense que je vais le mettre là, parce que le règne des années 90 qu'il y a eu était pas très bon. Quand il a repris le titre de Yokozuna, on sait que c'était juste pour transitionner, puis que c'est un peu une honte qu'ils prennent le titre, puis tout ça. Je comprends tous ces éléments-là. Par contre, le règne des années 80 était vraiment impressionnant. Puis j'avais pas l'impression que ça tournait en rond à cette époque-là. J'ai vraiment l'impression que c'était comme solide. Comme les adversaires qui affrontaient souvent des adversaires qui changeaient, crédibles, puis faisaient pas des bons combats. Ok, c'était pas toujours des grands combats, mais il y avait une ambiance puis une énergie dans ces combats-là que j'ai vraiment jamais vraiment retrouvé dans d'autres lutteurs, d'autres champions. Ce que je vais dire, c'est aussi que quand il a fait son comeback en 2002, puis qu'il est devenu champion du monde, pour moi, ça l'a un peu fait oublier son règne de 93 qui était vraiment gênant. Ça a un peu l'effacé à mes yeux. Ça n'a pas été long. Ça a été comme un mois. Mais ce mois-là où il a été champion, il a défendu son titre, il y a eu plein de promos, c'était vraiment le fun. Tout ça. Fait que je vais mettre Hogan très haut, parce que pour moi, c'est un peu aussi l'idée que j'ai d'un champion dans les années 80. Pour moi, San Martino, c'est les années 70. Hogan, c'est les années 80. Puis Brett, c'est les années 90. Ouais, Brett puis Austin, je dirais. C'est plus splitté. Mais ouais. Peut-être que c'est controversé pour vous que je mette Hogan aussi haut. J'aime vraiment pas tant Hogan que ça en tant que lutteur, mais j'ai pas le choix de dire qu'en tant que champion, à l'époque, c'était comme un symbole que je pouvais pas mettre de côté. Donc voilà, j'ai fini. Intéressant. Je m'attendais pas à mettre autant de lutteurs en A, mais je pense que c'est des positions qui sont tout à fait méritées. Les règnes en B, je pense que c'est des. Il n'y a pas tant d'éléments controversés. Peut-être que vous allez dire comme Undertaker, Triple H sont trop bas. Randy Orton est trop bas. Daniel Bryan est pas assez haut. Seth Rollins. En C, je pense que c'est tout à fait. Il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. À mon avis, D. Peut-être que vous pourriez avec Dean Ambrose, peut-être. Vous ne serez pas d'accord. Ou The Big Show. Ou Alberto Del Rio. Ou Sid Vicious, peut-être. Puis en E, peut-être Rey Mysterio. Vous allez être contre ma position, mais je la tiens. Fait que je sais pas. Peut-être que voilà, ce serait mon classement pour les meilleurs champions de la WWF de 63 à ce jour. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce Tier Maker. Ça a été encore une fois un bel exercice, vraiment le fun à faire. Puis j'espère qu'on va se voir bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.